Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. J'en suis navrée. Alors, je recommence. Le programme de surveillance conjoint et ses dernières données, et vous verrez sur cette liste que j'ai écrite, vous avez des liens vers ces rapports et dans le deuxième, vous avez un rapport plus poussé. Et au numéro 4, c'est le rapport de l'analyse mondiale qui vous parle d'une vision des Nations Unies et quoique les rapports au point 1 et 2 vous parlent plutôt des progrès. Je vais commencer par célébrer les progrès que nous avons vus. Nous travaillons tous très fort depuis des années pour nous assurer qu'il y ait un accès à l'eau potable et cette couverture à 91%. Et nous comptons arriver à un 94% en 2030. Et ce serait là un accès à l'eau pour tout le monde. Cela veut dire que si nous allons améliorer les sources euh, d'eau potable qui seraient à 30 minutes de tout un chacun sans avoir à faire la queue pour attendre. Et la mégatine serait bientôt à 100% en 2030. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Depuis 2015, presque 1 million de personnes ont eu accès à de l'eau euh, gérée en toute sécurité et nous aurons une couverture de 77% de personnes en 2030. Mais ce progrès a été assez lent. Il n'y a eu qu'un 6% depuis 2030. Et pour que nous puissions arriver à notre objectif en 2030, il va falloir accélérer 8 fois plus parce que le progrès a été mesuré il y a quelques années. On a vu que c'est pas assez. Et nous avons vu que depuis 2015 aussi, il n'y a eu de croissement que de 15% et dans un cadre fragile, parfois ce n'est qu'à 2%. Donc les progrès mensuels sont assez lents, surtout pour des endroits où on en a le plus besoin. Alors, qui est en bon chemin pour arriver à un- une bonne couverture et vous avez un grand nombre de pays. Il y a un seul pays, en fait, à revenu moyen, le Turkménistan, qui va arriver à avoir cette couverture en 2030. Et dans la plupart de l'Afrique subsaharienne, la couverture n'est qu'à 32%. Et c'est là où il y a la plus grande lacune. Alors, dans ce tableau, vous voyez qu'en dehors de ce grand cercle bleu, nous n'avons que le service de base, mais dans le cercle concentrique, vous avez les différents critères qu'il faut euh, avoir pour en arriver au bleu sombre, c'est-à-dire la gestion sécuritaire de l'eau. Alors, maintenant, il s'agit de voir comment est-ce que nous allons répondre à ce défi. Donc, avoir un service de base. L'année dernière, 89 pays étaient arrivés presque à une pleine couverture, c'est-à-dire avoir au moins des services d'eau potable de base. Et nous avons 17 autres pays qui sont en voie d'arriver à ce chiffre aussi. Malgré une baisse dans toutes les régions, pour ce qui est de l'accès aux eaux sécuritaires, mais nous voyons que euh, parfois il y avait des possibilités d'avoir de l'eau sur place, mais que cette eau soit moins fiable. Et ça, c'était quand même assez surprenant que même quand il y a euh, un système d'adduction. Et nous voyons que la plupart de ces personnes sont dans des zones rurales.
et les meilleurs critères se trouvent dans des zones urbaines en général. Mais on a vu que l'eau est souvent plus propre au point de la collecte qu'au point de la consommation. Donc l'eau, souvent quand elle est prise, elle est salubre et elle n'est contaminée que plus tard. On va voir pourquoi. Quand on voit pourquoi est-ce que l'eau ne répond pas à la sécurité en général, c'est parce qu'elle n'est pas exempte de contamination. Et ici, nous avons analysé 24 pays et nous avons vu s'ils ont fait des évaluations de l'eau pour voir la qualité et afin de déterminer si l'eau était sécuritaire ou non. Donc, on a fait l'analyse de l'eau au point de la collecte et au point de l'usage. Et en ce moment, il n'y a que 30% des ménages qui avaient accès à de l'eau sécuritaire d'un point à l'autre. Et je vous ai parlé du fait que dans certains pays, et dans les pays à faible revenu, euh, il- on voit qu'il y a moins de services de gestion sécuritaire de l'eau. Alors, ça nous prendra une minute pour que je puisse vous expliquer, mais vous avez la barre en couleur, c'est c'est la qualité de l'eau au point de la collecte et de l'autre côté, c'est la qualité de l'eau au point d'usage. Et vous pouvez voir la description du choix de couleur. Alors le bleu, c'est-à-dire qu'il y a peu de contaminants, donc de E. coli. Et puis le jaune, c'est quand c'est modéré. Et puis l'orange, c'est quand c'est très contaminé. Ou le gris encore, c'est l'eau qui peut vous rendre malade. Dans la plupart des pays, l'eau est de meilleure qualité au point de la collecte, au lieu de la collecte, plutôt qu'au lieu d'usage. Quand vous voyez certains pays, vous voyez que vous avez euh, de par exemple, au Malawi, 40% de l'eau était considérée comme à faible risque au moment de la collecte, mais une fois que ça arrive dans les domiciles, il n'y a qu'un 7%. Et c'est le cas pour la plupart des pays et selon les systèmes d'eau qu'ils utilisent. Je vais continuer sur la prochaine diapositive. C'est le même diagramme mais qui regarde, au lieu que ce soit cette fois-ci les pays à faible revenu et à faible moyen revenu, nous regardons plutôt les pays à haut revenu et des pays à moyen revenu aussi. Alors, il y a une exception, c'est le Vietnam, hein. Bon, c'est pas la seule exception, mais on a pris comme exemple, au point de la collecte, 67% de l'eau est sécuritaire et au point d'usage, 60% est encore sécuritaire. Pourquoi est-ce que je vous souligne cela? Parce que j'ai travaillé au Vietnam et ce que je peux relever du Vietnam, c'est la qualité de l'eau. Et il y a des produits de traitement d'eau qui sont disponibles à grande échelle. Je ne veux pas vous dire que le Vietnam est l'exception, mais je crois qu'il y a l'exception dans les pays où les produits de traitement sont disponibles. Est-ce que ça, c'est important? Mais non, ce n'est vraiment pas important si l'eau ne reste pas de bonne qualité jusqu'au moment de la consommation. Et ce qui est important, c'est ce qui rentre dans le corps des personnes ou ce qui pourrait les rendre malades. Alors, c'est un programme à grande échelle.
et on va regarder euh, les données en profondeur. Comme vous voyez, euh, de l'eau qui est consommée d'un- d'une source accessible en- sur place n'est pas forcément exempt des colis. C'est assez bizarre parce que moi, j'aurais pensé qu'une eau qui vous arrive sur place n'aurait pas passé par plusieurs endroits afin d'être contaminée. Mais voilà. Aussi, autre chose que nous voyons, c'est la réalité de l'apparence de l'eau dans des domiciles. Vous avez une grande contamination entre le point de la collecte et le point d'usage. Il y a des systèmes d'adduction qui peuvent garder l'eau sécuritaire, mais il y a d'autres systèmes qui ne le font pas. Et il y a la contamination croisée à travers plusieurs systèmes. Aussi, les gens entreposent de l'eau chez eux, même dans certains endroits où ce n'est pas nécessaire. Donc, il va falloir penser à cela, planifier et et enseigner à ces personnes des pratiques qui peuvent garder l'eau salubre. Et la contagion change beaucoup entre les différents pays. Je crois que j'aurais bien voulu vous dire, vous parler des pratiques qui participent plus à la contagion, mais on voit que c'est varié. Dans certains pays riches, la qualité de l'eau est meilleure, mais on voit que dans les endroits où il y a moins que 77% de couverture d'assainissement, c'est là où on voit plus de contagion parce qu'il y a le bétail, il y a autres facteurs qui contaminent. Alors, ici encore, voilà l'analyse qui est faite. Alors, nous avons la couleur, nous parlons dans le bleu sombre, les personnes qui sont plus difficiles à contacter, des personnes déplacées, des minorités, des personnes dans des zones reculées. Et, et puis, on a dans ce bleu aussi les politiques et plans spécifiques afin d'arriver aux populations dans un lieu ponctuel. Et le bleu plus clair nous parle de pays qui suivent le progrès. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui font le suivi, et à savoir s'ils ont des politiques, s'ils font le suivi ou pas. Et le bleu très très pâle nous parle du pourcentage de pays qui ont des mesures sur place afin d'orienter les populations vers euh, des solutions. Il y a donc pas beaucoup de cela. La réalité est que nous ne contactons pas souvent les personnes les plus vulnérables. Ces personnes ne reçoivent pas les bienfaits des politiques. Et ça nous montre que les approches mondiales que nous utilisons ne portent pas fruit. Nous pensons que le traitement des eaux dans les domiciles peut être une piste de solution pour ceux qui voient leur eau contaminée entre la zone de collecte et la consommation. Nous avons ensuite des lignes directrices par rapport à la qualité de l'eau. Et puis, nous avons aussi euh, un approvisionnement, un paquet sanitaire pour l'approvisionnement en eau. Macro- Désolé, il y a un microphone qui est ouvert, note l'interprète. Aussi, nous avons un document qui a été publié qui nous parle dans ce cadre
des systèmes d'eau, des technologies. Aussi, le compendium nous dit que dans les systèmes d'adduction, quand il n'y a pas d'entretien, euh, on se rend compte que l'eau devient contaminée. Le compendium nous parle de solutions qui peuvent nous aider à pallier à ces défis. Aussi, je voulais vous montrer spécifiquement ce qui a été inclus dans le compendium dans le cadre des technologies. Il y a une section avec les technologies qu'on peut utiliser, qu'on peut partager. Et, et le fait que ces solutions soient incluses dans le rapport de l'OMS montre à quel point est-ce que nos solutions sont crédibles. Ensuite, ligne directrice pour la qualité de l'eau potable et l'approvisionnement. Ici, nous voyons que le traitement des eaux à domicile est vu comme étant une des méthodes pour améliorer la qualité de l'eau. Voyons ici qu'il y a trois modèles qui sont reconnus. L'OMS recommande que les gouvernements établissent une cible de rendement pour les technologies de l'eau et de l'assainissement à domicile. Nous avons des cas d'études. Alors, quand nous adaptons au contexte, quand nous évaluons les sources, voilà que nous trouvons des solutions et c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre système d'eau et d'assainissement. Et il y a des formulaires d'inspection et souvent on mettait l'accent sur les sources d'eau. Et avant, l'inspection de l'OMS mettait l'accent sur comment est-ce que l'eau était protégée à la source, mais maintenant, on suit le parcours de l'eau du point de collecte au point de la consommation. Et nous, à Coste, nous répondons à cette question de comment est-ce que on peut protéger de la contagion. Alors, nous travaillons sur les formulaires. Nous avons des trousses pour le biofiltre. Nous travaillons aussi sur des formulaires d'inspection. Nous avons aussi élaboré des ateliers. Nous avons vu que ce n'est pas suffisant d'envoyer un système d'évaluation, mais nous avons établi des formulaires sur comment est-ce qu'il faut mener l'inspection. Alors, de tout cela, nous avons vu que la qualité de l'eau est le grand souci auquel il faut répondre. Aussi, je veux vous dire que euh, quand la source d'approvisionnement est médiocre et que l'entreposage aussi est de faible qualité, il y a contagion. L'en- La contagion au point d'usage est parfois à 90% plus élevée qu'au point de la collecte. Et ça, c'est donc un grand problème auquel il faut répondre. Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous? Il s'agit de traiter l'enjeu de la contagion de l'eau de manière très sérieuse. Et nous devons savoir qu'il y a toute une gamme d'options. Euh, la source est importante, l'approvisionnement est une chose importante, l'auto-approvisionnement est une chose importante. Et le traitement de l'eau peut jouer un rôle important à ces différents paliers. Et nous avons vu que la qualité au point de consommation est réellement l'enjeu.
Alors, nous avons le compendium qui est une ressource importante pour le gouvernement et il nous faut aussi traiter de l'enjeu de l'abordabilité. Ce que nous n'avons pas inclus, c'est c'est l'ODD 6 qui a été soulevé par le FMI qui dit qu'il nous faut 31 milliards de dollars par an pour améliorer la qualité de l'eau. Et ce n'est pas une somme qui est accessible pour tous, donc il nous faut faire un travail accru. Et Coste a préconisé des solutions que nous allons aborder bientôt. Quelles sont les opportunités que nous avons en tant que réseau? Avant tout, c'est fait la plaidoirie pour une politique et un environnement de financement qui intègre les options qui ne font pas partie de réseau avec des stratégies nationales. Ici, nous avons le cas de la Colombie qui a une grande couverture d'eau et d'assainissement et ils ont réalisé qu'ils étaient arrivés aux aux dernières personnes non desservies avec une approche très appropriée. Et pour cela, ils ont créé une stratégie des politiques qui inclut le traitement des eaux de domicile pour arriver à cela. Ensuite, nous avons l'Éthiopie qui a une population rurale assez dispersée et ils ont remarqué qui n'aurait pu atteindre cette population rurale sans avoir d'objectif pour le traitement des eaux. Il y a d'autres pays aussi. La deuxième possibilité que nous avons en tant que réseau, c'est d'encourager les décideurs de reconnaître des approches décentralisées comme des services complémentaires et non qui font compétition. Nous voulons tous rejoindre les mêmes personnes, les mêmes usagers. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans une ville qui n'utilise pas de filtre dans un pays à faible revenu ou faible moyen? Eh bien, c'est important de traiter l'eau avant de le consommer. Troisièmement, c'est de centrer les priorités des foyers et les critères des interventions. Alors, comment on traite l'eau? C'est ça qui cause la recontamination. Parfois, les pratiques des foyers étaient suffisants pour même rendre nulles les pratiques qu'on avait mises en place pour la décontamination. Alors, il y a une eau contaminée qui est traitée et recontaminée de nouveau avant la consommation. Et ça, c'est un problème. Nous voulons que les gens aient des meilleures pratiques dans les foyers pour garder l'eau sécuritaire. Alors, il faut parler de leurs priorités. C'est important, ce qui est important pour eux, ce qu'ils sont prêts à utiliser, à faire chaque jour. Et finalement, la promotion du traitement à domicile comme élément nécessaire et prouvé, surtout où les systèmes centralisés ne sont pas en mesure de fournir une eau de qualité de façon continue. Je suis certaine que vous avez d'autres exemples d'endroits où des systèmes centralisés ne sont pas encore là ou ne sont pas en mesure de livrer une eau de qualité au point d'utilisation. Moi, j'aurais un exemple du Canada à Terre-Neuve. Nous avons un problème où les petites villes perdent de la population. Auparavant, ils avaient des systèmes de tuyauterie, mais ils ne peuvent plus payer le maintien des systèmes parce que la population est trop petite. Alors, le gouvernement recommande le traitement à domicile ou un kiosque où les gens peuvent aller chercher une eau potable saine. Une des ressources que nous avons pour vous traite des preuves sur l'efficacité du traitement à domicile. Nous avons développé un papier blanc qui met en détail la recherche
et nous voulions en faire un résumé pour vous. Il y a trois sections au rapport. Est-ce que ça réduit la diarrhée? Parce que le risque de diarrhée, c'est une des façons les plus importantes pour évaluer les impacts sur la santé de nos interventions chez WASH. Euh, Aussi, est-ce que les documents font une collection de données, euh, fait différents essais en utilisant les technologies disponibles. On fait les essais en labo pour comprendre la différence entre le rendement en laboratoire et le rendement sur le terrain. Il y a aussi des informations dans les données GMP que j'ai mentionnées plus tôt où on détermine ou on énumère comment va le traitement sur place à domicile. Et aussi, est-ce que ça réduit la perte de croissance chez les enfants? C'est disponible en anglais présentement et ce sera disponible dans d'autres langues sous peu. Nous aurons aussi un résumé de la présentation aujourd'hui ainsi que tout ce qui sera dit aujourd'hui.